Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. 28,8% du PIB, c'est le taux de l'épargne nationale au quatrième trimestre de 2024 selon le Haut Commissariat au Plan. Une évolution qui tient compte de la hausse de 4,9% de la consommation finale nationale en valeur. C'est ce qui explique le HCP dans une note d'information sur la situation économique nationale au quatrième trimestre de l'année dernière. Autre constat, le revenu national brut disponible qui a connu un ralentissement de son évolution, passant de 8,7% l'année précédente à 5,8% au quatrième trimestre de 2024. Décryptage de ces chiffres avec Driss Essaoui. Vous êtes analyste économique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Alors, dans le dernier rapport du HCP, certains chiffres sur le dernier trimestre de l'année 2024, dans plusieurs secteurs d'ailleurs, mais là on va se concentrer sur l'épargne et il y a ce chiffre qui ressort de 28,8% du PIB, c'est un peu plus que l'année dernière, je pense, l'année en tout cas avant 2024, on était à 28,2%. Absolument. Pas une très grande évolution entre les deux, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce taux? Est-ce qu'on se situe bien aujourd'hui? C'est un taux extrêmement important parce que dans la théorie économique, l'épargne, c'est une renonciation à la consommation. Et en fait, dans l'acte d'épargne que fait le ménage ou la personne ou l'entreprise, cette renonciation, elle est aidée. Comment on peut l'aider? On peut l'aider grâce à quoi? Grâce au taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est les taux d'intérêt qui peuvent trouver, c'est-à-dire combler les vides laissés par la consommation. Et en fait, quand on est là, on est en train de mesurer l'épargne faite par les ménages, par la personne, pour pouvoir parler de l'investissement. C'est ça ce qui est recherché. C'est épargner de l'argent, épargner des deniers qui sont disponibles pendant une période pour pouvoir l'investir plus tard dans des activités qui peuvent être intéressantes. C'est-à-dire, si on parle des individus, c'est quand une personne peut épargner de l'argent, elle peut acheter une maison, elle peut acheter une voiture, elle peut faire c'est de l'investissement à moyen et long terme. Et l'épargne est ainsi un mécanisme extrêmement important pour l'économie. Pour le Maroc, c'est extraordinaire. Quand on est à 28%, cela veut dire qu'on a presque le tiers du revenu qui est épargné. Et pourtant, on est dans un contexte international d'incertitude économique, des tensions, une inflation qui était assez soutenue, maintenant bien sûr stabilisée au Maroc, mais qui était assez élevée. Comment continuer à épargner dans cette conjoncture? Ça doit être difficile pour le citoyen. Très certainement, vous savez. Moyen. Épargner, c'est toujours un acte difficile. Ce n'est jamais un acte facile ni automatique. La personne qui le fait ou l'institution qui le fait se prive d'un certain nombre de choses pour pouvoir dire « demain, j'ai les moyens d'investir ». Avec quoi? Avec de l'épargne. C'est cette épargne qui permet à l'État, qui permet à l'entreprise, qui permet à l'individu de pouvoir se projeter dans le temps et l'espace et de se dire « oui, moi j'existe et j'ai le moyen de le faire ». Et je le fais en consommant et en investissant autre chose qui est là. Parce qu'en fait, généralement, on mène une réflexion sur ce qu'on appelle le revenu disponible. Le revenu qui est immédiatement mobilisable par la personne et qui peut être aménagé et qui peut être déployé en fonction des besoins des uns et des autres. Quels sont les types d'épargne qui existent aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'épargne en comparant cela à de l'investissement. Justement, acheter une maison aujourd'hui, c'est épargner parce que cette maison va voir sa valeur augmenter durant les 10 à 15 prochaines années. Et du coup, c'est une sorte d'investissement, d'épargne qu'on peut réutiliser plus tard. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que prendre son revenu et garder une partie de ce revenu, décider de ne pas consommer pour le mettre par exemple dans un compte pour la retraite, pour les études pour les enfants, enfin voilà. Ce sont des réflexes qui viennent avec le temps.
on ne peut pas aujourd'hui donner une définition pratique, technique de ce que c'est que l'épargne, surtout pour un individu ou un groupe d'individus. Mais les types d'épargne, les modalités existantes. Les modalités et les types d'épargne, elles sont nombreuses, les modalités, et les formes d'épargne sont différentes. Il y a d'abord, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'épargne forcée. Ça, c'est le taux d'inflation qui le définit. On est en train de consommer, il y a l'augmentation du niveau général des prix, ça veut dire c'est l'inflation qui s'installe. Alors cette inflation vous pousse à ne pas consommer tout de suite et à réfléchir sur comment investir cet argent dans votre projet. Et il y a également disons, l'épargne retraite. Et ça, c'est quelque chose que les personnes ou les individus font en ayant réfléchi. Et il y a également tout ce qui est épargne spéculation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les moyens de regarder un peu la conjoncture et de se dire, si je mets de côté un peu d'argent, disons, de mon revenu disponible, je peux le réinvestir de manière plus intéressante pour telle ou telle activité demain qui peut être disponible pour l'individu ou pour la personne dont on est en train de parler. Mais concrètement, pour l'économie, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des citoyens, une population qui favorise l'épargne? Est-ce que ce n'est pas de l'argent qui circule en moins? Non, ce n'est pas une question. C'est-à-dire quand on parle de l'épargne, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui devient une sanction pour la consommation. Au contraire, c'est une relation tout à fait sympathique entre celui qui a l'argent, qui veut le consommer tout de suite, et celui qui le met de côté pour pouvoir investir. Ce sont des mécanismes que le citoyen ou la personne ou l'entreprise font de manière automatique. Et nous l'avons remarqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de grosses difficultés pour regarder ce qui est disponible de ce qui ne l'est pas, on a remarqué qu'en fin de compte, l'investissement devient un acte pour sauvegarder l'essentiel, pour sauvegarder l'essence même de l'acte pour lequel vous avez été mobilisé. Et quand on fait de l'épargne, on se rend compte qu'après coup, ce fut un geste salutaire, intéressant, important pour la personne. Donc on peut dire aujourd'hui qu'épargner, c'est bon pour l'économie? Bien sûr. Vous savez, quand une économie n'est pas capable de dégager du revenu pour pouvoir l'investir, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est une économie qui ne peut que consommer, ou consommer veut dire détruire toute la valeur qui est disponible chez vous en n'ayant pas les moyens de l'utiliser de manière plus intéressante. Manière intéressante, c'est de se dire comment demain sera-t-il fait? Est-ce qu'on va avoir les mêmes revenus? Est-ce qu'on va avoir les mêmes prix? Est-ce que notre retraite sera suffisante pour nous supporter, nous et nos frais? Parce qu'en fait, quand la personne commence à aller vers l'âge de la retraite, c'est la maladie, c'est les difficultés de vie, etc. Et surtout, quand on grandit, nos problèmes grandissent aussi. Et il faut qu'on ait les moyens de le faire. Et c'est pour cela que l'épargne devient véritablement une nécessité. Une grande nécessité. On l'a compris, l'épargne est importante. C'est une bonne chose, selon vous, en tout cas pour l'économie nationale. Est-ce qu'il est important aussi de diversifier ses placements quand on parle de l'épargne? Ah, là, maintenant, vous êtes en train de parler de stratégie économique. C'est-à-dire est-ce qu'il faut diversifier ou pas? Oui. Si on est capable de diversifier ses placements, de dire je vais mettre un peu d'argent dans tout ce qui est agriculture, ensuite dans tout ce qui est services, où je vais tout simplement faire de la thésaurisation, c'est-à-dire de l'accumulation de l'argent, je le mets dans un bas de laine et je me dis qu'un jour ou l'autre, je vais me retrouver avec de l'argent frais sous la main. Mais ça, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, quand on vit
quand on est dans le mouvement de la vie, que l'on soit consommateur simple ou entrepreneur, c'est très, très difficile. Et il faut réfléchir à la question de l'épargne et de l'investissement autrement. Parce qu'en fait, vous savez, les cours d'économie, de manière générale, le premier cours qui retient l'attention des gens, c'est tout ce qui a été développé par John Maynard Keynes, par les grands économistes classiques, sur comment faire en sorte de faire une bonne répartition entre ce qui est consommé à court terme ou à moyen terme et ce qui est épargné. Et un équilibre entre consommation et épargne. En principe, l'idéal serait d'avoir un taux d'épargne satisfaisant pour avoir un équilibre entre l'épargne et l'investissement. Par exemple, par rapport à un revenu moyen, quel que soit le chiffre, le pourcentage de l'épargne sur ce revenu, combien l'épargne devrait, quelle place devrait-elle occuper? En principe, si on veut être dynamique, actif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on va épargner de manière sympathique, de manière intelligente. On ne va pas dire, c'est-à-dire que ça ne devrait pas, ça peut être de 10%, 6%, mais pas au-delà. Pourquoi? Parce que vous avez des besoins à satisfaire. Et si vous allez au-delà de 15%, c'est-à-dire si vous me dites j'ai un taux d'épargne de 30%, ça veut dire que vous n'avez pas satisfait vos autres besoins. Vous êtes... Donc une moyenne de 10% pour être correct. 10 à 15%, c'est bon pour celui qui veut investir ou celui qui veut regarder l'avenir avec la plus grande sérénité. Merci à vous pour cette analyse et ce décryptage, Monsieur Driss Leressaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'est un plaisir de vous avoir. Merci à vous. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.